Salut, bienvenue dans cette fausse jungle qui entoure l'insectarium de Montréal. Tantôt, on va aller le visiter, l'insectarium. On va être entouré de bibites toutes plus ou moins sympathiques. Parce qu'au fond, tu sais, les insectes, c'est comme les gens. Il y en a de plus charmants que d'autres. Prends les skinheads, par exemple. Ils ont une philosophie de vie bien spéciale, les skinheads, et ils ne sont pas vraiment sympathiques à tout le monde. Notre ami du Grand Journal, Yves Malo, a préparé un reportage à ce sujet. Et je suis certaine que tu vas apprendre plein de choses sur les skinheads. Écoute. Les skinheads, ce sont ces jeunes avec le crâne rasé, l'uniforme militaire, les bretelles rouges et les bottes de l'armée allemande. Ils s'habillent à ce magasin de la rue Saint-Denis, IXL, un endroit tenu par un skin, Alaric Jackson. Les skinheads ne sont pas tous racistes. Certains jeunes se disent skinheads, mais simplement parce qu'ils ont adopté l'allure. D'autres, environ 350 à Montréal, n'ont pas que leur allure qui est inquiétante. Leur pensée l'est également. Ces gens prônent la suprématie des Blancs. Ils s'opposent avec violence à toutes les minorités visibles, les homosexuels et les gauchistes. Des exemples de littérature haineuse qui circulent à Montréal, en voici. Cette affiche n'a pas besoin d'être traduite. Ou encore ces cartes d'affaires du Parti nationaliste du Canada. Dieu est raciste, dit la première. La seconde dit les racistes sont les amis de Dieu parce qu'ils respectent ses créations pour leur destinée particulière. D'où proviennent ces affiches, notamment d'ici, le local des Jeunesses Ariennes de Montréal, rue Saint-André. Les autorités affirment que ce phénomène est marginal et qu'il est inutile d'en parler puisque cela leur donne une publicité inespérée. Au contraire, dit la Ligue des droits et libertés, il faut en parler puisque ce mouvement raciste a des ramifications partout dans le monde. Les groupes de skinheads québécois puis canadiens sont liés finalement à un mouvement organisé qui a une philosophie puis qui a des méthodes d'action très précises. Ils font la promotion de la haine, de la violence, et c'est leur façon de s'affirmer dans la société. Le groupe SOS Racisme estime qu'il faut réagir vite avant que la situation se détériore davantage. Donc il faut intervenir sur le plan d'une prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que les institutions québécoises réagissent à ce qui se passe actuellement. On ne peut pas accepter, par exemple, nous, dans les 2 dernières semaines, on a reçu au moins 4 plaintes. Yves, le petit journal. Coucou! Et je te dis qu'il y en a des choses à découvrir ici au Jardin botanique. Tiens, juste à côté de l'insectarium, il y a un jardin japonais. On t'invite à découvrir la culture des Nippons. André est allé faire un tour, il a visité ce jardin cette semaine et il en est revenu parfaitement émerveillé. On va le rejoindre là-bas. Ce vaste jardin, qui se trouve lui-même à l'intérieur du Jardin botanique de Montréal, est composé d'environ 15 000 fleurs et arbres québécois, disposés dans le style et la tradition des jardins japonais. C'est M. Nokajima, un des plus grands architectes paysagistes japonais, qui a veillé à son aménagement. L'eau est très importante dans ce type de jardin. Elle représente la vie et la nouveauté. On la retrouve sous plusieurs formes. Elle s'écoule dans les ruisseaux ou les cascades et s'accumule dans les étangs. Plusieurs Japonais considèrent les carpes koi comme de véritables fleurs vivantes. Il y a même des concours pour juger de la beauté de ces poissons, de leur couleur et du nombre de taches. En visitant le pavillon japonais, tu ne manqueras sûrement pas la collection de bonsaï, la plus importante en dehors du continent asiatique. C'est un cadeau du Japon pour témoigner de l'amitié entre les peuples canadiens et japonais. Tout comme les arbres de taille normale, les petits bonsaïs changent avec les saisons. Ils bourgeonnent, fleurissent, portent des fruits et perdent leurs feuilles à l'automne. Ils représentent l'harmonie entre le ciel, la terre et les humains. Ils peuvent vivre très longtemps. Tu en verras de 100, 200 et même 350 ans. Il ne faut pas oublier l'exposition mettant l'accent sur les superbes techniques de peinture japonaise, qui semblent attirer l'attention de ces jeunes connaisseurs. J'adore. C'est super le fun. Ça représente un autre chose, notre imagination. Ça sort de l'ordinaire. Une expérience unique à vivre, c'est la très ancienne cérémonie du thé. Elle se déroule dans une pièce spéciale du pavillon, paisible et harmonieuse, et dont le plancher est recouvert d'un mince tapis de paille, le tatami. Des hôtesses expliquent aux visiteurs la signification de chaque objet et le déroulement de chaque étape. Quand tu auras terminé ta visite, tu diras peut-être, toi aussi... On sent un peu le même, tu sais, on est dans un environnement spécial, c'est merveilleux. C'est pas loin du Japon, au Jardin botanique en plein cœur de Montréal. Bon voyage! André, le petit journal. Alors toi, là, tu ne bouges pas, parce que le petit journal te revient dans une toute petite minute.
Quand j'avais ce profil-là, les gars de l'équipe m'ont défié de perdre 20 livres. Moi, Tommy Lasorda, le gars qui adore la nourriture. Croyez-le ou non, j'ai perdu 30 livres en 3 mois avec le régime d'amaigrissement Ultra Slim Fast. C'était très facile. Je prenais un délicieux lait frappé au petit déjeuner, un au dîner et un repas complet le soir. Les livres en trop fondaient et pourtant je n'avais jamais faim. C'était super. C'était la seule fois que je perdais quelque chose et qu'en fait, j'étais très content de perdre. Ultra Slim Fast, donnez-nous une semaine et nous vous aiderons à perdre du poids. Qui sera la personne chanceuse? Vous vous reconnaissez? Passez nous voir. L'été gagnant, télévision 4 saisons, une collaboration du Centre Jardin Paradis et Mirabel Tour, le numéro 1 des vacances. Les carnets cette semaine vous présentent Louise Deschâtelet, qui vous a été fidèle depuis 4 ans. C'est donc un rendez-vous dimanche à 18h. Et maintenant, c'est au tour d'André de nous amener faire un tour dans le monde de l'actualité. On le suit? Mardi et mercredi dernier, quelques 2000 camionneurs venus de plusieurs régions de la province ont manifesté dans la ville de Québec. Ils ont été appuyés par leurs collègues de la région de Montréal qui ont circulé à basse vitesse dans plusieurs rues de la ville. Il y a 2 semaines, c'étaient les camionneurs indépendants qui faisaient part de leur insatisfaction. Il s'agit maintenant d'un autre groupe, les camionneurs artisans. Les longues files de camions ont créé de gros embouteillages et de sérieux retards sur plusieurs rues et routes de la province. Ce qu'ils veulent, ces camionneurs, c'est un meilleur contrôle du courtage, c'est-à-dire de la distribution des contrats. Ceci permettrait une plus grande surveillance des camionneurs illégaux qui travaillent à rabais et sans permis. On espère un règlement rapide de ce conflit qui a connu bien des rebondissements. Aux États-Unis, les fameuses sculptures du mont Rushmore ont besoin de sérieuses réparations. Observées par 2 millions de touristes à chaque année, ces sculptures de 20 mètres représentent 4 présidents américains: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. C'est durant les années 20 qu'un groupe de personnes a décidé de construire un monument qui serait le symbole de la démocratie américaine. Le sculpteur Godson Boglum a mis une quinzaine d'années à exécuter ce gigantesque travail qui s'est terminé en 1941. On a effectué chaque année de petites retouches pour boucher les fentes et éviter que l'humidité ne s'infiltre dans la pierre. Mais ce n'est pas suffisant. On craint maintenant que des morceaux de granit ne se détachent du monument. C'est pourquoi des spécialistes font des analyses en profondeur en se servant des techniques les plus modernes. Leur travail permettra de conserver longtemps encore ce monument si particulier. Que dirais-tu de me suivre cette semaine sous le chapiteau du Cirque du Soleil? En tout cas, c'est une